comme dirait Renaud, toujours vivant. Et puis c'est bien parce que j'ai à peu près la même voix. Donc non, les pollens ne m'ont pas tué. Je vais pouvoir finir ce cycle de vidéo presque avec le sourire. Je vous garantis que c'est compliqué au niveau respiratoire, mais je tiens bon. Jingle. Alors on rentre dans la partie que j'ai préférée, c'est- à l'écriture que j'ai préférée parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des choses importantes que je voulais vous dire. Ça ne veut pas dire que sur la partie environnementale j'avais rien à vous dire, vous l'avez même vu. Là on part sur un cycle de vidéo, c'est probablement pas du 20 minutes, je sais pas trop combien il va y avoir de temps par vidéo, mais en tout cas l'éthique et l'ouverture, aller parler de la Lune et de Mars malgré tout. Moi, ça continue à me faire rêver, même si effectivement les acteurs qui y vont, c'est peut-être pas ceux qui me font le plus rêver, et c'est la façon dont ils vont y aller qui peut-être me plaît pas. Mais du coup, on va forcément aussi parler des enjeux éthiques. Alors, l'espace lointain, la ruée vers les ressources de la Lune, hein, dans un premier temps, pourquoi on y va? On en a un peu parlé, hein. La première raison, c'est clair, c'est l'isotope de l'hélium 3, qui est la ressource pour maintenir probablement la fusion nucléaire et pour avoir la fusion nucléaire qui sera la plus productive d'un point de vue énergétique. C'est des terres rares pour nos batteries, pour nos téléphones, pour toutes les choses que on achète beaucoup trop et qu'on change trop souvent et qu'on fout à la poubelle sans se soucier trop beaucoup trop souvent de la façon dont les ressources qui ont été utilisées pour le fabriquer sont réutilisées. Et puis il y a l'eau. L'eau sous forme de glace, c'est le pétrole de l'espace, parce qu'effectivement, ça va être la façon de produire du carburant, ça va être de la façon de pouvoir franchir des étapes supplémentaires dans la conquête de notre galaxie. Galaxie, on va calmer le jeu, hein, de Mars dans un premier temps. Selon les données enregistrées en 2009 par la sonde orbitale chinoise Chang'e 1, les réserves en hélium 3 de la Lune, elles s'élèveraient à 100 000 tonnes. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que 100 000 tonnes, en gros, quand on sait qu'avec 2 tonnes, on est capable de maintenir les besoins énergétiques, d'assumer les besoins énergétiques d'une ville pendant presque 10 ans, bah, voilà, c'est quand même pertinent de retourner sur la Lune. Et c'est bien pour ça que les grandes puissances cherchent à y aller, et les États-Unis et la Chine en premier. Alors, cette eau, cet hélium 3, ils sont intégrés dans ce qu'on appelle le régolithe, hein, et c'est enfui en faible profondeur, très proche de la surface. Donc finalement, en plus, c'est pas forcément extrêmement difficile de le récupérer. Et ce qui est important, c'est que on sait ce qu'il y a dans les épaisseurs les plus proches des profondeurs lunaires. On ne sait pas ce qu'on va trouver dans les profondeurs encore plus importantes. Donc ce chiffre de 100 000 tonnes, il est probablement absolument pas représentatif de la réalité en termes de ressources qu'on va y trouver. Ça, ce sont des hypothèses. Donc ouais, voilà, 200 tonnes, ça permettrait de satisfaire les besoins énergétiques des États-Unis et de l'Union européenne pendant une année. C'est pharaonique, c'est pharaonique, hein. C'est pas le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, parce qu'effectivement, pour le moment, c'est un chiffre dans la cible, à la cible de production. Pour le moment, on ne sait pas faire ça. Quoi qu'il arrive, la Lune, c'est un tremplin pour Mars. Et on va voir que c'est un peu compliqué, hein. C'est un tremplin. Les Américains, ils se sont dit, tiens, on va faire une station spatiale, Gateway. Finalement, ils ont renoncé. Mais on en reparlera un peu plus tard. Et puis, finalement, ils sont tous en train de se dire, on va venir s'installer sur la Lune, parce que finalement, la gravité lunaire, elle est faible. C'est pas si compliqué que ça de repartir pour aller plus loin. Ça va être plus facile de faire remonter du matériel, parce qu'il n'y a pas l'enjeu de poussée nécessaire qu'on a sur la Terre. Donc effectivement, c'est un tremplin pour Mars, quelle que soit la façon dont on va faire ce tremplin. C'est du prestige, et c'est un soft power, clairement. Bah là, on le voit, hein, Artemis 2, c'est une opération qui a été suivie dans le monde, peut-être pas autant qu'un Apollo 11, mais en tout cas, ça a été extrêmement suivi. Et je pense qu'un Artemis 4, ça sera extrêmement suivi. J'espère. Sinon, je pense qu'il faut que l'humanité se remette en cause, hein. En tout cas, l'objectif, c'est bien du soft power, c'est de renforcer l'influence mondiale des pays qui vont gagner cette course.
et c'est bien une course. C'est de nouveau une course, sauf que c'est plus une course entre des Russes versus des Américains, c'est une course entre les Américains et les Chinois. Donc cette course à la Lune, c'est d'un côté l'agence spatiale américaine, le programme Artemis, et de l'autre côté la CNSA et l'agence spatiale chinoise du coup, et puis l'initiative Chang'e. Le programme Chang'e, pardon. Donc les États-Unis, le programme Artemis, alors effectivement, c'est une collaboration avec l'Europe, avec l'ESA, avec le Japon, avec des entreprises privées, SpaceX, Blue Origin, mais effectivement, c'est la NASA qui est en tête, c'est la NASA qui est aux commandes, et effectivement, on a vu, l'objectif, c'était à la base d'aller créer une station spatiale lunaire, la Gateway, et c'est fini, maintenant on va voir que c'est plus cette station spatiale, et ça va être une station lunaire. La Chine, avec son agence, elle est discrète, on en parle beaucoup moins, mais elle avance, et elle se plante pas, et elle ne change pas ses plannings. On ne peut pas en dire autant des États-Unis pour le moment. Donc c'est le fameux programme Chang'e, et il a déjà posé des rovers sur la face cachée de la Lune, il a ramené des échantillons, donc ils y sont allés, ils sont revenus, donc ils ont presque déjà toutes les briques nécessaires à l'équivalent d'un Apollo, et ils savent déjà le faire. Donc ils sont en partenariat avec la Russie. Bon, ça c'est un peu le problème, c'est qu'effectivement la Chine et la Russie ce sont des alliés. Et par contre, effectivement, ils ne ferment pas la possibilité d'accueillir sur ce qu'ils appellent l'ILRS, la Station de Recherche Lunaire Internationale, dans les années 2030, avant d'envoyer des humains sur Mars. Est-ce que ce sera une station spatiale internationale au sens le plus global qui soit? Ça reste la Chine. Donc pourquoi le pôle sud? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est les ressources vitales. Le pôle sud, ça abrite des cratères en permanence dans l'ombre, comme le cratère Shackleton, où les températures elles descendent sous les moins 200 degrés, et ces zones, elles piègent de la glace d'eau. Et ça a été confirmé par des sondes, la sonde Chandrayaan 1 ou le L-Cross en 2008 et 2009. Donc l'utilisation de cette eau, elle peut être utilisée pour extraire de l'oxygène, pour la survie et le maintien de personnes sur le sol lunaire, d'astronautes, mais elle est aussi une source d'hydrogène, qui est donc, comme on l'a dit, le carburant pour les fusées. Donc ça réduit drastiquement le coût des missions habitées, parce que du coup, l'objectif serait de créer des usines de production à la fois d'oxygène pour le maintien du personnel, mais de carburant pour aller encore plus loin et être ce fameux rebond pour aller plus loin et pour aller potentiellement vers Mars. Pourquoi on irait vers Mars? Là, pour le moment, c'est encore un peu ambigu. Si ce n'est la victoire d'estime. L'avantage économique, donc transporter de l'eau depuis la Terre, c'est complètement ridicule. Ça coûte environ 10 000 dollars par litre. Donc, non, c'est pas du tout quelque chose de viable. D'où le fait que finalement, cette Gateway, l'implantation de la Gateway sur Mars, c'est pas si cohérent que ça, parce que l'objectif, et on va le voir, l'objectif qu'ils ont avec ILRS, les Chinois, c'est de la robotisation et c'est de la construction d'usines et d'automatisation suffisantes pour faire de la création énergétique et de la création d'eau et d'exploitation d'eau sur le sol lunaire. Alors, malgré tout, on en entend parler, l'objectif d'aller sur Mars, il a été revendiqué par Elon Musk. Maintenant, on sait qu'il a un peu beaucoup menti sur les dates, sur les trajectoires, sur le plan, sur le planning de mise en œuvre de tout ça. Malgré tout, les Chinois, eux aussi, ils en parlent. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, ça reste quand même une nouvelle frontière. Et l'objectif, en tout cas c'est celui qu'avait évoqué Elon Musk, c'était une colonisation à long terme. Mars est la seule planète habitable. Alors habitable, c'est très contestable. Est-ce qu'une terraformation est possible? A priori non, parce que on est maintenant de plus en plus sûr que c'est une planète qui a vécu, mais qui est donc un astre mort, et qui lui manque probablement ce qui est nécessaire au maintien d'une atmosphère, c'est-à-dire une activité tellurique, une activité magmatique du noyau. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de vie sur Mars, mais on sait que maintenant il y a eu des traces d'eau, il y a eu des traces, et que peut-être effectivement on suppute avoir découvert des traces d'une vie. Alors est-ce qu'il y a des petits bonhommes qui ont couru sur la planète?
Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais des petites bactéries qui ont pataugé dans l'eau, oui, c'est possible. Est-ce qu'elle est potentiellement de nouveau habitable? Euh, Moi, je ne présume de rien, hein. Je pense que les gens qui ont vu Christophe Colomb partir et traverser l'Atlantique l'ont tous traité de fou et puis bah, l'histoire lui a donné raison. Et toutes nos convictions scientifiques ou toutes nos convictions strictes, elles sont toutes limitées à notre capacité à les révoquer, à les confronter. Ça, un bon scientifique vous dira que il y a une certitude à un instant T, mais que cette certitude, elle n'est pas fixe dans le temps, elle n'est pas figée dans le temps. Je suis pas en train de faire de la science-fiction. Je dis simplement, soyons prudents sur les limites qu'on se donne actuellement. Est-ce que ce seront les mêmes dans 10 ans? Probablement. Est-ce que ce seront les mêmes dans 100 ans? Absolument pas, et là c'est quasiment sûr que non. En tout cas, il y a des enjeux potentiels de recherche scientifique. Comprendre l'origine de la vie sur notre planète, c'est peut-être aussi comprendre comment elle a disparu sur Mars, si elle y a eu, si elle y a été, et si elle s'est un peu plus démocratisée que ce qu'on a pu mesurer jusqu'à présent. Donc l'évolution des planètes, les causes de désertification, et donc c'est aussi quelque part un moyen de préparer l'humanité à devenir une espèce multiplanétaire. Est-ce qu'il y a une possibilité de terraformation? C'est de la science-fiction. En tout cas, il y a le prestige national. Être le premier à poser le pied sur Mars sera comme avoir été le premier à poser le pied sur la Lune. Là, j'ai remis la ticker tape parade d'Apollo 11 en août 1969. C'était le monde complet hein, qui s'était enthousiasmé hein, de voir l'homme aller sur Mars. J'espère que malgré ce qui se passe aux États-Unis, on mettra les choses dans notre poche en 2028, ou même si c'est un Chinois, hein, s'ils se font battre dans la compétition par les Chinois, il faudra savoir se réenthousiasmer parce que c'est quand même une prouesse de l'homme. Et puis, faut apprendre à regarder les choses positivement. Alors, les acteurs, les objectifs, on va essayer maintenant de regarder le banc, l'arrière-banc. Effectivement, hein, on voit pour le moment les États-Unis sont plus que crédibles puisqu'ils en reviennent de la Lune. Hein. Ils se sont pas posés dessus. Ils ont juste fait le tour, ils ont pris des belles photos, ils se sont éclatés en orbite et tout. Ils sont allés le plus loin possible depuis l'histoire de l'humanité. Bon bref, ils ont fait des belles choses, mais ils se sont pas posés. Le programme Artemis, son objectif, c'est d'installer une base lunaire. Alors à la base, c'était effectivement la Gateway. Maintenant, on va probablement être directement sur la cible de l'Artemis Base Camp. C'est un partenariat privé, SpaceX, Blue Origin, avec aussi le partenariat avec des agences internationales. Jusqu'où ils iront? Et espérons que les Américains aient décidé de remettre quelqu'un d'un peu raisonné au pouvoir, qui revienne sur des principes un peu plus internationaux, avec la dimension et la grandeur d'un chef des États-Unis, tel que les États-Unis le méritent. Et je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, effectivement, ils ont arrêté leur objectif de faire cette Lunar Gateway. Ils se rendent compte que c'est pas forcément le bon chemin. La mission vers Mars, donc là, pour le moment, ce qui est embêtant, c'est qu'on sent que c'est un peu plus le côté un peu pionnier, foufou d'Elon Musk, et que toutes ces dates, elles sont pas tenables, et que on avait des dates qui étaient quasiment là à 2026-2027, ensuite 2029, maintenant 2035. Est-ce que ça tient? On ne sait pas. Mais il faut pas se tromper. Il a quand même une capacité à créer des structures extrêmement importantes et extrêmement performantes de façon très rapide, Elon Musk. Il a énormément de défauts, mais par contre, effectivement, il est capable de créer une entreprise qui rend de nouveau possible une dynamique de conquête spatiale pour aller vers la Lune et vers Mars. C'est tout ce que je vais lui accorder comme bénéfice actuellement. Donc la NASA, elle prévoit une mission habitée dans les années 2030, 2040, le fameux programme Moon to Mars, qui est lui porté par la NASA, qui est finalement peut-être plus réaliste. Est-ce qu'il l'est lui aussi? C'est encore compliqué. On va le voir que le programme Artemis, il a déjà eu des retards, il a eu déjà des complications. On a vu que là, c'était un lanceur intermédiaire, que c'était pas le lanceur qui va servir pour aller sur la Lune. Est-ce qu'ils vont tenir les plannings? C'est compliqué à dire. On va le voir un peu plus tard. Maintenant, regardons la Chine. Donc la Chine, c'est la force tranquille. C'est le dragon chinois, ça avance, c'est tranquillou bilou. Le programme Chang'e,
Chang'e 4, 2019, premier alunissage sur la face cachée de la Lune, succès. Chang'e 5, 2020, retour d'échantillons lunaires, c'est-à-dire quasiment un Apollo sans les gens. Chang'e 6, 7 et 8, donc de 2024 à 2030, c'est préparation d'une base lunaire internationale ILRS, on est dans le planning. Alors pas avec la Russie maintenant, la Russie y contribue quasiment plus, mais la Chine est capable de se débrouiller tout seul. Les missions vers Mars, ils envisagent Tianwen en 2021, orbiteur atterrisseur et rover Zhurong, qui sera le premier succès chinois, qui a été pardon, le premier succès chinois sur Mars. Et l'objectif, c'est la mission habitée 2033-2040. Donc on se retrouve sur le même programme, la même planification que le programme américain. Donc là, est-ce qu'ils vont gagner la bataille du retour sur la Lune? Probablement pas. Ou en tout cas c'est pas leur objectif parce qu'ils se disent finalement l'automatisation fera bien le boulot. Nous ce qu'on veut c'est créer une base lunaire qui nous permette de réussir notre mission vers Mars. Par contre savoir qui va gagner Mars entre les États-Unis ou la Chine, moi je serais plus pour le cheval avec casaque rouge culotte blanche là, plutôt que la casaque bleu et rouge culotte blanche là. Ouais, tu... moi j'ai fait mon choix. Hein. Est-ce que c'est le choix le plus démocratique? On peut se poser la question en ce moment. Hein. Alors les autres acteurs, vous allez me dire effectivement, il n'y a que les États-Unis et la Chine. Bah ouais, un peu quand même. Hein. La Russie reste le partenaire de la Chine pour ILRS, mais elle est extrêmement affaiblie sur ce sujet par la guerre en Ukraine. C'est pas plus mal. L'Inde, avec Chandrayaan 3, donc effectivement, hein, ils ont réussi un alunissage, donc est-ce que c'est aussi un dragon caché? Peut-être, hein, le dragon indien, peut-être, je ne sais pas. L'UE, donc l'UE, bah là on est plus en follower, on participe à Artemis, mais on est dans une dépendance concrète et directe avec les États-Unis. Et puis on voit effectivement, rien ne prouve que Mars ne sera pas une conquête d'une entreprise privée. Un SpaceX, un Blue Origin, ou des startups japonaises peut-être, ou chinoises, ou encore d'autres initiatives américaines, pourquoi pas. Alors les avantages de la course spatiale. On va regarder profit, stratégie, géopolitique, et puis on va regarder le côté éthique. On va s'intéresser un peu au côté éthique. Donc pour les États-Unis, c'est la construction d'un leadership technologique et le maintien de leur supériorité actuelle sur l'aérospatiale. C'est un champ d'innovation économique, des créations d'emplois, et on le voit, hein, SpaceX, Blue Origin, c'est effectivement des générateurs d'emplois. Et ça a toujours été un vecteur de retombées technologiques. On l'a vu avec le GPS, on l'a vu avec les matériaux, la médecine. On va le voir peut-être avec le cloud, avec le compute. Ça reste effectivement un chemin. Il n'y a pas que pour les États-Unis que c'est comme ça. Hein. Il y a toujours cet enjeu de sécurité nationale, de surveillance spatiale, de défense contre les astéroïdes, parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie des activités, de contrôle des orbites. Et il y a toujours ce vecteur d'inspiration scientifique, même si le président a essayé de détruire tout son système universitaire et en coupant les subventions, en le discréditant, le spatial reste une façon d'attirer les jeunes vers les STEM. Donc les STEM, c'est sciences, techniques, ingénierie, mathématiques. Peut-être que nous, on a un peu de retard sur ce sujet et qu'il faudrait qu'on aille plus loin. Alors pour la Chine, c'est un peu différent. C'est une montée en puissance géopolitique, une affirmation comme une superpuissance face aux USA, et ils sont capables de les surpasser, il ne faut pas se tromper. C'est de la recherche d'autonomie stratégique, donc c'est la réduction de la dépendance aux technologies occidentales. Nous, on le voit, l'Europe essaye aussi hein, de faire des actions concrètes sur le sujet. C'est un vecteur de développement économique absolument gigantesque. L'exploration des ressources lunaires, martiennes, des corps célestes, astéroïdes et autres corps célestes. Et puis, c'est un outil d'unification nationale. Le programme spatial, ça renforce le patriotisme, encore plus dans des pays non démocratiques comme la Chine, et ça pose une légitimité du Parti communiste chinois. Donc, voilà, on voit, c'est pas exactement les mêmes enjeux, on retrouve des éléments communs, mais il y a des différences. Alors, on va les mettre de côté, on va se dire, ouais, regardons les choses pour l'humanité.
Ça reste tout le temps intéressant, pertinent, et c'est pour ça qu'il faut savoir le faire de façon propre, écologique, dans un meilleur respect environnemental, parce que pour l'humanité, c'est indispensable d'aller vers l'espace. Parce que le progrès scientifique a toujours largement bénéficié de la conquête spatiale. Et la recherche scientifique primordiale sur la compréhension de l'univers, de la Terre, des origines de la vie, si vous êtes jamais enthousiasmé devant une image venant à l'époque de Hubble, maintenant de James Webb, faites-le. Allez regarder la photo des piliers de la Terre. Rien que ça, déjà, oui, c'est pas de la science, c'est presque. C'est les côtés connexes de la science. Mais pour faire ça, il faut de la science. Il faut de l'innovation, il faut de la technologie. C'est une préparation aux catastrophes. Bon, moi, je suis pas convaincu de l'hypothèse d'une colonisation de Mars comme plan B en cas de crise terrestre grave. Mais en ce moment, on a quand même un président qui menace des civilisations. Et c'est pas rien, hein, c'est pas anéantir un peuple, c'est anéantir ce peuple et son histoire, hein, quand même. Je m'attendais pas à ce qu'on ait ce genre de choses, donc qu'on se dise, bah, on a un moyen de préparer un plan B, c'est peut-être pas complètement idiot. Alors ce plan B, il risque d'être un peu roots, par contre, hein. C'est des nouveaux marchés. Alors le tourisme spatial, oui, j'aurais bien aimé, j'avais dit ça à ma fille une fois en plaisantant en disant un jour tu seras pilote de navette spatiale et avant que ton papa meure tu l'emmèneras dans l'espace. Bon, elle s'oriente pas vers la conquête spatiale, elle va pas faire pilote spatial, mais il y aura peut-être quelqu'un qui va m'emmener. Peut-être. En tout cas, moi ça reste un rêve d'enfance et c'est pour ça que je fais aussi ce sujet parce que mine de rien, peut-être que dans ce que j'ai pu dire, tout a l'air très critique sur énormément de points. C'est pas de la critique, c'est de l'inquiétude. Et malgré tout, il reste les yeux de l'enfant qui a vraiment envie d'être en 2028 et de voir un mec se reposer sur la Lune. Ah oui, alors je serai devant ma télévision, quelle que soit l'heure à laquelle il se pose, c'est évident. Et puis effectivement, on le voit, c'est des enjeux énergétiques, hein, énergétiques sur les sources et les matières premières pour la produire, mais aussi sur la capacité de la produire en espace avec des moyens qui sont du solaire et très efficaces et ainsi de suite. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Les gens qui font le déni de l'espace, qui se disent ça sert à rien, faut pas y aller, bah, dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose qui sert à quelque chose. Alors maintenant, les problèmes et les risques. Là, je viens de positiver un peu sur le sujet, on va essayer quand même de les regarder. Les défis techniques. Donc il y a énormément de problématiques. Aller dans l'espace, aller sur la Lune, s'installer sur la Lune, installer sur Mars, c'est des problématiques de radiation cosmique. On a toujours du mal à les gérer. Et là, pour le moment, les gens qui vont dans l'espace, ils se tuent un petit peu. Alors vous me direz, les gens qui font l'Everest, ils se tuent un petit peu aussi. Dès qu'on passe la verticale limite, on meurt. Bon, là, on est au-delà de la verticale limite. Et là, en plus, on a les radiations, on a plein de problématiques. Donc aller dans l'espace, c'est se tuer encore plus vite. On a des problématiques d'atterrissage, de décollage. Donc Mars, ça a une gravité plus forte que la Lune. Ça sera peut-être plus facile d'aller sur la Lune et de s'y installer que de le faire sur Mars. Et puis revenir de Mars, ça va être extrêmement compliqué parce il va falloir de l'énergie pour le retour. Parce que là, la poussée pour partir de Mars, ça va pas être la même. On sait déjà le faire, hein, on l'a déjà fait, mais on l'a pas fait avec les mêmes poids à lever. La survie à long terme. Donc il faut développer la culture hydroponique ou synthétique. Et c'est un vrai défi, hein. Il y a eu une expérience une fois dans le désert de l'Arizona, quand j'étais gamin, où ils ont essayé de recréer un écosystème fermé dans une serre. Ils ne se sont pas tapés dessus, enfin c'est pas sûr, mais en tout cas ça n'a pas bien fini. C'était presque un scandale à la fin, cette expérimentation. C'est un vrai défi, hein, pour le coup. L'eau, extraction de la glace polaire pour Mars typiquement, ou pour la Lune. L'oxygène, donc produire de l'oxygène par électrolyse ou peut-être aussi avec les pentes, avec la démarche hydroponique. Je parlais du sujet de la psychologie d'équipage, l'isolement, le confinement, le stress. Déjà qu'on n'y arrive pas sur Terre, mais avec le stress du programme spatial, il va y avoir des vrais défis, hein, sur le sujet. Les risques politiques et géopolitiques. Donc, c'est les problématiques de course aux armements spatiales. Les USA, la Chine, qu'on le veuille ou non, ils développent des satellites tueurs. Ils développent des armes anti-satellites. Ils font la course à savoir celui qui va mettre le plus de satellites en orbite basse. C'est compliqué là actuellement, hein. Donc les risques de guerre spatiale, de destruction globale des satellites sont pas négligeables. Et là,
Il est quand même. Moi, j'ai hâte qu'on ait plus des enfants qui dirigent les plus grandes puissances du monde. Les conflits pour les ressources. Qui a le droit d'exploiter la Lune ou Mars? À la base, il y a eu une tentative de créer un traité de l'espace en 1967. Ça n'a pas fonctionné. Il y avait le traité de l'Antarctique. On a réussi à le faire sur l'Antarctique. Alors bien que, on voit que les velléités expansionnistes américaines, russes et ainsi de suite continuent de se battre plutôt au nord. Le sud les intéresse pas trop, heureusement. Mais du coup, on a été capable de le mettre en place. Il faut être capable de refaire un traité de l'espace qui fonctionne bien et de s'y tenir. Et il y a un risque fort de colonisation exclusive, c'est-à-dire la première puissance qui va aller sur ces astres, pas pour la Lune, mais pour Mars. Les autres, ils vont sûrement arrêter. Et puis, comme ils seront sur Mars, potentiellement, s'ils y trouvent quelque chose, bah, ils risquent d'avoir un risque de colonisation exclusive et l'imposition d'un seul et unique modèle, euh, presque comme au temps des empires. Donc, il y a le sujet aussi de la dépendance aux entreprises privées. Là, actuellement, SpaceX a un quasi-monopole sur les lancements. On voit un Ariane Espace qui se réveille enfin, mais c'est compliqué. Ariane 6 commence à se démontrer, mais ça reste compliqué. Les alternatives russes, pour le moment, il n'y en a plus. Les alternatives américaines, si, je pense qu'elles peuvent se développer, mais ça restera quand même de l'hégémonie américaine sur ce sujet. On a des vrais défis là sur ce sujet. Et là, potentiellement, la Chine est un élément de solution parce qu'elle fabrique ce contre-pouvoir par rapport aux États-Unis. Et c'est intéressant, quoi qu'il arrive, même si c'est pas un pays démocratique. Alors, je finis sur les risques éthiques et environnementaux. La contamination, avant et arrière extraterrestre. On risque d'apporter des microbes terrestres sur Mars, ou l'inverse. Et c'est peut-être celui qui nous inquiète le plus, de se dire, on y trouve finalement cette fameuse trace de vie, mais cette trace de vie, on n'avait pas vraiment envie de la trouver. On a plein de films de science-fiction sur ce sujet, mais ça reste quelque chose de potentiel. Et ça peut plus évidemment provoquer la destruction potentielle de formes de vie martiennes si on en trouve, mais il y a un risque aussi sur l'impact sur notre vie sur Terre, si on ne fait pas attention. La pollution spatiale. Ah, je pense que j'ai largement insisté sur les problématiques de débris en orbite, le syndrome de Kessler et ainsi de suite. Les pollutions des sols lunaires martiens. Euh, je me rappelle la première fois que j'ai vu le film Les Bronzés, où on les voit en montagne, dans Les Bronzés font du ski, où ils balancent tous leurs déchets au sommet de la montagne. Bon, essayons de ne pas faire la même chose sur la Lune ou sur Mars. Malheureusement, je suis un peu inquiet, il suffit de regarder l'état de l'Everest actuellement. Ça s'est amélioré. Et enfin, pour finir, il y a l'inégalité d'accès à l'espace. C'est un fait. Actuellement, seuls les pays riches et les milliardaires peuvent aller dans l'espace. Et est-ce que ça va être pareil pour la colonisation de l'espace? Est-ce qu'on ne va pas vers un risque d'une nouvelle forme de colonialisme spatial? Et justement, là, on va regarder les étapes futures et on va regarder que les joueurs qu'on connaît, les deux joueurs qu'on connaît, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. Et là, on voit Chang'e 6, un retour d'échantillon de la face cachée. Ensuite, en 2026, Chang'e 7, exploration du pôle sud lunaire et retour et retour positif. Artemis 2, effectivement, j'espère. Revenez Artemis, s'il vous plaît. Reposez-vous, tout ça, on vous acclame, tout ça, ça va être génial. J'espère. Mais par contre, effectivement, on voit Artemis 3 qui devait être l'alunissage ne sera pas l'alunissage, ça va être Artemis 4, alors qu'effectivement, les Chinois sont encore dans leur roadmap, dans leur planning pour le début de construction de l'ILRS, de la base lunaire sino-russe, chinoise pour le coup, je pense. Mais donc, effectivement, à court terme, c'est la Lune comme le champ de bataille. Artemis 4, prévu pour 2028, où effectivement, Chang'e 8 avec la construction, mais on sent qu'effectivement, la Lune, ça va être la victoire américaine. C'est probable. Je pense pas que les Chinois se battent pour la Lune, je pense qu'ils vont plus se battre pour Mars. Et on va le voir. Par contre, ils vont pas se battre sur la victoire de ramener l'homme sur la Lune, finalement ils se disent c'est déjà fait, mais ils vont se battre pour être opérationnels sur la Lune. Et je pense qu'ils seront plus opérationnels et plutôt opérationnels que les Américains. Et du coup, si on regarde sur les objectifs à moyen terme, c'est Mars en ligne de mire. Là, l'objectif, c'est une mission robotisée avec un retour d'échantillon en 2031. C'est Tianwen 2 avec un retour d'échantillon martien.
Et l'objectif pour les deux, c'est 2033, premier vol habité vers Mars par SpaceX, ou premier vol habité chinois sur Mars. Là, la course, personne ne peut prédire qui va gagner. Début d'une construction d'une base martienne en 2035 et mission habitée chinoise sur Mars. Cette fois-ci, s'implanter aussi sur Mars à partir de 2035. Et les objectifs, alors là on est dans la science-fiction, hein, dans la projection pure et dure. Hein. Première colonie martienne d'une centaine de personnes pour les Américains, c'est leur objectif. Et puis c'est une base chinoise martienne, opérationnelle, dans les mêmes dates. Donc ils ont les mêmes objectifs sur Mars. On sent qu'effectivement ils n'ont pas la même approche pour la Lune et ils envisagent pas. Les Chinois l'envisagent comme un moyen, alors qu'on sent que les Américains l'envisagent encore comme une réminiscence et comme une victoire de prestige malgré qu'ils y sont déjà allés. Ils veulent remontrer qu'ils peuvent y retourner. Et par contre, on sent que sur le planning, c'est pas si clair que ça. Et maintenant, si on se projette encore plus loin. Allez, colonisation et guerre froide spatiale, parce qu'il y a des risques. Hein. 2040-2050, base lunaire permanente, il y a des mines, il y a du tourisme, il y a de la recherche. Du tourisme pour les milliardaires, hein, on est bien d'accord. Les premières villes martiennes, des dômes pressurisés, des cultures hydroponiques, euh, un début de terraformation de Mars, peu probable, mais pourquoi pas. Libération de CO2 pour réchauffer la planète, ouais, pourquoi pas. En tout cas, on trouve ça dans certains écrits et des écrits qui viennent de gens qui sont proches des programmes spatiaux. Si eux y croient, peut-être qu'ils ont des informations que nous on n'a pas, mais enfin moi je les ai pas en tout cas. 2050-2060, bah oui, une guerre froide spatiale, c'est une course aux astéroïdes parce que ils y vont pour des besoins économico-énergétiques, militarisation des orbites lunaires, première génération née dans l'espace. Bah ouais, parce qu'effectivement on a des villes, ça va être difficile de se dire aux gens qui sont dans ces villes, évitez s'il vous plaît. Non, il y a des chances que ce soit peut-être le cas. Et puis effectivement, il y a des jeux vidéo qui ont été faits hein, alors c'est plus sur Mars pour le coup, avec Red Faction par exemple, des débats sur l'indépendance des colonies, des guerres d'indépendance, des conflits. On la connaît l'humanité. C'est-à-dire, voilà, elle nous le montre bien en ce moment, hein, sa capacité à trouver toutes les motivations pour se taper dessus. Donc effectivement, on se dit que cette implantation, elle a des risques. Alors, les scénarios futurs possibles. Donc, le scénario 1, c'est la coopération spatiale entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'ils en montrent les signaux actuellement? Non. Mais c'est dans une version des États-Unis un peu particulière, et moi je souhaite qu'elle change vite. C'est dans une dynamique chinoise actuelle qui peut évoluer et qui effectivement la Chine va avoir des gros enjeux en termes de natalité, va avoir des problèmes structuraux graves à gérer, donc peut-être qu'il faut elle aussi, elle va devoir s'adapter. Et donc se dire, les USA et la Chine qui signent un traité spatial pour partager les ressources lunaires, ça reste possible. Création d'une agence spatiale mondiale comme l'ONU de l'espace. Alors là, c'est pas avec le président qu'on a actuellement qu'on va avoir un ONU de l'espace, on a déjà du mal à avoir un ONU sur Terre. Une missions conjointes vers Mars, comme la Station spatiale internationale. Ce scénario, il est extrêmement bien, mais il est très optimiste. En tout cas, par rapport à ce qu'on voit actuellement. Il y a un scénario 2, c'est une course à l'armement spatial. Là, on est sur l'approche la plus pessimiste. Guerre des satellites, destruction mutuelle des systèmes de communication, les bases lunaires, utilisation de la Lune comme plateforme de lancement d'armes, potentiellement des attaques sur le sol lunaire, conflit sur Mars, affrontement pour le contrôle des zones habitables. Ce qui se passe pour le pétrole actuellement, c'est quand même tentant de se dire que ça se passera pour la ressource qui permet d'être encore plus rentable et qui va valoir encore plus qu'est celle de l'hélium-3 sur la Lune. Et comme on ne sait pas exactement pourquoi ils veulent aller sur Mars, on peut se poser des questions. Et enfin, il y a le scénario 3. Il y a la domination américaine. SpaceX et la NASA arrivent les premiers sur Mars. La Chine prend du retard technologique, mais construit une base lunaire indépendante. Et puis l'Europe et la Russie deviennent des partenaires secondaires. Il y a évidemment la réciproque de ce scénario. Là, j'ai montré le cas d'une domination.
On aurait envie de croire là, aujourd'hui, puisqu'il y a des Américains autour de la Lune, de se dire que c'est peut-être ce scénario qui serait le plus probable. Le scénario opposé reste tout à fait présent, je ne l'ai pas illustré, mais il reste possible. Ce qui est le plus probable, c'est on soit dans un mélange de tout ça, dans dans une, dans un magma de composantes de chacun de ces scénarios et que finalement, il va y avoir quelque chose d'un peu hybride qui va se mettre en place. On va essayer de le regarder dans la conclusion. Ah oui, ben non, je l'avais mis, le scénario de la domination chinoise. Donc la Chine réussit un atterrissage à vitesse sur Mars avant les USA. Elle exploite les ressources lunaires plus efficacement. Les USA perdent le leadership spatial, d'accord. Et puis, bah, on est sur la réciproque de l'autre. C'est difficile de savoir, hein, là, pour le coup. Bon, enfin, vous allez vous dire, je vais conclure. Et j'ai pas voulu conclure comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai voulu faire je me suis encore plus égaré dans ces scénarios, et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait arriver? Bah, par exemple, l'ère des explorateurs et des inégalités. Ça, c'est un des scénarios possibles. Mars 2035, Elon Musk sur toutes les antennes en planétovision qui fait une petite interview et on lui demande pourquoi vous êtes allé sur Mars et puis bah, il répond bah, on a été sur Mars parce que c'était cool. Du pur Elon Musk. Est-ce qu'il sera encore sain d'esprit à ce moment-là? C'est peut-être une question. Mais effectivement, première ville martienne, 10 000 habitants, serre autonome, énergie nucléaire, tourisme lunaire avec des hôtels en orbite, des vols low cost pour les millionnaires. Ouais, alors low cost pour les millionnaires, hein. Une économie spatiale, des mines astéroïdes, des carburants en orbite, des startups partout. Bref, un monde d'entreprise, un monde de corporate. Il y a encore des défis, hein, on ne sait pas bien gérer tous les problématiques de radiation, puisqu'ils ont cherché le profit plus que la qualité de vie. Alors ouais, dans les super resorts, les gros hôtels, c'est blindé, tout ça c'est nickel. Par contre, les gens qui travaillent, les conditions de travail, bah là, peut-être qu'aller regarder des films, je me rappelle plus comment il s'appelle, le film avec Arnold Schwarzenegger sur Mars, mais il y a des scénarios qui ressemblent un peu à ça. Et puis, bah, l'héritage de tout ça, alors dans les défis, hein, il y a des inégalités sur Terre comme dans l'espace, et l'héritage, c'est l'humanité est plus une espèce, l'espèce d'une planète, mais est-ce que moi ça me convient? Ah, ça me convient pas tellement. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est quelque chose qui ressemble à ces fameuses Nations Unies planétaires, la coopération globale. Et puis on a un haut dirigeant de l'unité internationale spatiale qui s'exprime et qui dit, qui revient, Lune 2038, la station lunaire internationale est opérationnelle. Impeccable. Base lunaire partagée, USA, Chine, Union Européenne, Inde, Japon, sur le modèle d'un ISS 2.0. Un traité spatial 2.0 avec la régulation des ressources, l'interdiction des armes, le partage des données, des missions habitées vers Mars, une collaboration historique. On part pas sur Mars, chacun dans son coin, on y va tous ensemble et on y va au profit de l'humanité. Alors c'est pas magique, hein, il y a les tensions géopolitiques, mais finalement la dépendance mutuelle force le dialogue et finalement on revient sur un principe de fonctionnement de nos structures internationales. Le financement, bah, les États cèdent la place à des consortiums publics-privés. Oui, on le voit, hein, il y a déjà ces signaux. Est-ce que ce scénario, il est complètement impossible? Non, mais il demande que la génération qui va être derrière nous, elle arrête de chercher la facilité. L'héritage que ça peut apporter, c'est l'espace qui nous a appris à travailler ensemble, qui nous apprendrait à travailler ensemble. Et puis enfin, il y a un autre scénario de se dire, on va au bout de notre conscience écologique. C'est positif aussi, hein, mais du coup, c'est un peu utopiste hein, sur l'affaire. Enfin, on n'y arrive pas sur Terre. Je pense pas non plus que ce soit. Moi, je pense que vraiment, on est sur quelque chose qui doit aller chercher dans ce scénario que je vais vous présenter, qui doit éviter le premier scénario parce il crée trop de différences, mais on ne pourra pas globalement l'éviter. Et il faut chercher à reproduire un modèle international et aller un peu sur un scénario central. Qu'est-ce que c'est ce scénario Gaïa? C'est de se dire bah, la Terre et l'orbite en 2045, si on commençait par réparer notre planète. Ouais, je pense qu'il va falloir de toute façon la réparer parce qu'on sait maintenant que c'est un bijou unique et qu'avant qu'on en trouve un autre
qui puissent rivaliser ou qui soient mieux, c'est pas demain la veille. Et les innovations technologiques qui le permettent, et quand on regarde euh, ce que nous dit la science actuellement, elle nous dit que pour le moment, c'est pas possible d'aller autre part. Que ce qu'on connaît de la science actuelle nous dit que ce n'est pas possible d'aller autre part. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est une réalité définitive, que la science, euh, c'est ce qui nous permet de pas... c'est la seule chose dans notre vie qui nous donne encore la motivation de rêver. Parce que sinon, la vie, si jamais notre science, elle est strictement arrêtée, elle devient strictement chiante. Et je ne veux pas la regarder strictement chiante. Je suis certain qu'on a encore des énormes défis à relever et des découvertes qui vont structurellement, fondamentalement nous changer. Mais du coup, malgré tout, il faut protéger ce diamant qui est à nous. Et effectivement, des satellites verts, des panneaux solaires spatiaux, du recyclage de débris. Moi, je pense que ça doit être mis en place. Donc, il faut aller chercher chez Gaïa et chez les utopistes. Il faut laisser parler le côté écologiste, utopiste pour que ce soit, pour qu'on fabrique des choses correctes. Mais ça ne peut se faire que dans une démarche qui est économiquement viable. C'est pour ça que je réagis. Mars comme laboratoire, terraformation testée à petite échelle, mes priorités à la Terre, on ne se dit pas qu'on va trouver une solution. Il y a des nouveaux récits, l'espace c'est plus une fuite, mais c'est un outil pour sauver la biosphère. Et dans les défis, c'est un changement de mentalité, et c'est là où c'est extrêmement compliqué. Moins de colonisation, plus de symbiose, recherche des équilibres, comment exploiter l'espace sans répéter les erreurs terrestres. Là, l'héritage, par contre, c'est extrêmement vertueux. C'est l'espace nous a rappelé à quel point la Terre est précieuse. Ouais, ça fait rêver ce scénario-là. Mais de toute façon, on sait qu'il ne sera pas parfait parce que l'homme n'est pas parfait. Donc il faut... oui, il faut viser la Lune. C'est moins qu'on puisse dire. Mais il faut se rappeler que quelque part, à un moment, il y aura quelque chose qui ne se passera pas correctement. Et il faut plutôt chercher à trouver comment travailler ensemble, construire ensemble, plutôt que de croire que on est naturellement fait pour le faire. C'était un petit peu sur ce point-là que je voulais arrêter ma conclusion. Je rêverais d'un monde où les hommes ont une conscience systématique. Je pense que vous voyez au quotidien en ce moment que ce n'est pas le cas et que ça sera jamais le cas. Donc, c'est fini pour cette vidéo, elle a été beaucoup plus longue que les autres parce que j'avais beaucoup de choses à dire. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que nos amis qui sont en train de revenir, probablement quand vous allez regarder cette vidéo, ils seront revenus, on les verra sur toutes les chaînes de télévision et on sera heureux de les voir. Et est-ce que c'est le début de belles choses dans l'espace ou est-ce que c'est le début de choses qui, moi, m'épanouissent pas tellement? Il n'y a que à nous de faire en sorte que ce soit le cas ou que justement les choses négatives ne soient pas prévalentes. Au revoir.